l'hygiène publique a décidé de fermer la clinique où est décédée une fillette de 11 mois. Un décès survenu dans la nuit du samedi 4 janvier à Yopougon. L'Iran a tiré aujourd'hui des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak en représailles à l'assassinat par Washington du général Qassem Soleimani. Bonsoir, bienvenue aux 19h. À la suite du décès d'un nourrisson de 11 mois le samedi 4 janvier dernier dans une clinique de la commune de Yopougon, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a décidé de la fermeture du dit centre hospitalier pour une période de 30 jours. Une clinique où le bébé aurait rendu l'âme sans assistance. Après cette décision du ministère de la Santé, le personnel et les patients se prononcent. Bintou Pekele, Dangui. Salle d'accueil vide, caisse fermée. Salle de consultation déserte, pas de médecin ni de patient. L'avis de fermeture de la clinique médicale Le Grand Centre de Yopougon est effectif aux grandes dames du personnel. Quand c'est comme ça, tu te dis, bon, c'est comme l'enfer sur terre, en quelque sorte. Actuellement, c'est comme l'enfer sur terre, je suis en train de vivre. Depuis 1994 que nous existons, c'est une situation qui n'est jamais arrivée. Le personnel qui arrive, on tombe sous le coup de la décision. C'est le ministère de tutelle. On ne fait qu'observer et puis suivre les consignes. Ce mercredi matin, Kofi avait un rendez-vous avec le médecin de son petit-fils. Il est surpris de la fermeture de la clinique. Oui, ce matin, je suis venu voir mon petit-fils qui a rendez-vous pour le 10 et je vois le grand centre est fermé. Alors, le CHU Yopougon est fermé, l'hôpital Yatié est fermé et le grand centre aussi est fermé. Alors, qu'est-ce que nous allons devenir nous autres? Vous voyez que ça pose un problème. En place, le directeur de la clinique se soumet à la décision de la tutelle. Pour l'hospitalisation, il faut une caution de 150 000. Mais elle n'avait pu débourser que 110 000. On a entrepris les soins. Et à la garde, il y a eu une complication. On devait admettre l'enfant en réanimation. Et c'est là qu'il y a eu problème. Les parents disent qu'ils n'avaient pas les moyens, 1,5 million, 1 million, qui allaient lancer un appel sur les réseaux sociaux pour récolter de l'argent. Et le personnel administratif a attendu, il n'y a pas eu de réaction vraiment de leur part. Mais parallèlement, le traitement a continué, le traitement de l'enfant est même renforcé. Voilà. Et vers 3 heures, il y a eu une aggravation. Le réanimateur est venu même en salle poser les actes de réanimation sur l'enfant. Et malheureusement, à 3h55, l'enfant est décédé. Et vu cela, le ministère a cru bon de prendre la décision qui s'impose pour calmer la population qui serait révoltée. Ils sont notre autorité, donc il a estimé que c'est la meilleure décision et nous ne pouvons que nous soumettre. Cette fermeture a eu lieu mardi, une décision du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une décision diversement appréciée des populations. Fermer ce centre-là, ça va créer un grand dommage au niveau de la population, surtout que nous connaissons la qualité des soins de cet hôpital-là. Pour moi, une décision un peu à la hâte. Je suis sûr qu'en ce moment même, il y a des patients qui sont encore sur le lit. Il y a certainement des personnes qui sont à la maison qui voudront venir. Donc moi je plaide pour la clinique pour que l'État revoie la sanction. C'est pas normal par faute de moyens de brancher comme ça un bébé, c'est vraiment pas normal. Mais je pense que le ministère a bien fait. Le ministère doit aller un peu plus loin. Et même dans les centres publics, là, il faudrait qu'on essaie aussi de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Donc c'est dit que le pauvre n'a pas droit à la vie, c'est ça? La mesure de fermeture provisoire va durer 30 jours. Durant cette période, seuls les patients déjà en hospitalisation seront pris en charge jusqu'à leur sortie. L'Ordre des médecins entend se réunir demain jeudi pour analyser cette sanction qui frappe la clinique médicale Le Grand Centre de Yopougon. Cela fait une semaine que le marché de la Riviera Palmeraie a été ravagé par les flammes. Plus de 2000 commerçants ont été affectés par ce sinistre, parmi eux des femmes. Celle de la coopérative des femmes du marché de la Palmeraie en appelle à la générosité des forces vives du pays pour la reprise de leurs activités. Nous Sangaré, Dangui.
C'est avec les larmes aux yeux que Salimata retourne sur les décombres de son étal de commerce. Une semaine après les flammes qui ont ravagé le marché de la Riviera Palmeraie. Je n'ai même plus de bagages. C'est un peu que mes soeurs m'ont donné. C'est ça que j'ai pris pour recommencer. Par soit un peu de pouillère. Je n'ai rien de bon là-bas encore. Mamie Odette, propriétaire d'un magasin de mèches dans le dit marché, a vu ses marchandises vandalisées pendant cet incendie. Depuis la survenue de l'incendie, elle se débrouille désormais devant un magasin en bordure de route à quelques mètres du marché. C'est le monsieur, quand je cherchais place pour m'asseoir pour vendre ce qui reste dans ma main là. C'est lui qui m'a donné place là pour vendre. Donc je n'ai pas de magasin, je suis au dehors. Je vais à l'aide pour que quelqu'un me donne magasin, pour payer magasin pour moi. Je n'ai personne. Pendant la fête, on a investi 4 850 000. Tout est parti, je n'ai rien. Ce sont plus de 2000 commerçants sinistrés qui sont aujourd'hui désemparés. Ces commerçants regroupés au sein de la coopérative des femmes du marché de la Palmeraie en appellent à la générosité des forces vives du pays en vue de la reprise de leurs activités. Cet incendie a ravagé 90% du marché, nous laissant dans une profonde désolation. La coop FEPAL Moscoupès serait très heureuse de recevoir de l'aide des uns et des autres en vue de la réhabilitation et de la construction d'un marché moderne. La coopérative bénéficie déjà du soutien de l'Union nationale des commerçants de Côte d'Ivoire qui entend entreprendre des travaux pour la remise en l'état du marché. Nous sommes en ce moment en collaboration de sorte que les commerçants puissent venir déjà occuper, vendre déjà. L'installation pour le moment de manière provisoire. On a une liste de tous les sinistrés. C'est dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier que le marché de la Riviera Palmeraie a été visité par un incendie. Jusque-là, les enquêtes sont en cours pour élucider les causes du sinistre. On s'intéresse à présent à la 3e édition des Journées du livre technique professionnel et du numérique. L'événement s'est tenu au Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle. Il vise à vulgariser le livre technique professionnel et le rendre plus accessible aux apprenants. Issa Yeo. Vulgariser le livre technique professionnel et le rendre accessible aux apprenants à l'ère du numérique. Renforcer les acquis et compétences des formateurs. La 3e édition des Journées du livre technique et professionnel a été une fois de plus l'occasion pour les professionnels de l'enseignement technique d'œuvrer pour l'essor du secteur. Au bout de 3 éditions, nous pouvons affirmer sans nous tromper que nous avons bien fait de mettre en place cette activité qui honore non seulement les enseignants, mais qui honore également les apprenants par la création des clubs de lecture et d'écriture. Ces journées ont enregistré une mobilisation des acteurs du secteur. Si nous voulons arriver à une formation de qualité, il nous faut à la base des outils de formation. Sans référentiel de formation, sans définir les compétences pour lesquelles nous nous engageons pour la formation, nous allons former, mais pourquoi faut-il former? C'est ainsi que nous pensons qu'à la base, il faut donc élaborer des outils, définir des stratégies de formation afin qu'ils puissent aboutir à l'acquisition des compétences. Il est important justement que la maison d'édition que je dirige soit associée à ces festivités. Nous avons donc un partenariat avec le Site-Fort et ce partenariat nous permet donc de sortir des ouvrages techniques de qualité qui tiennent compte de nos réalités. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Brice Kouassi, a salué l'organisation de ces journées. Il a indiqué que son département mettra tout en œuvre pour rendre dynamique ces secteurs. Les meilleurs enseignants qui ont publié des ouvrages ont été récompensés au cours de la cérémonie. Une manière pour le Site-Fort, Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, organisateur de ces journées, d'apporter sa contribution au développement du secteur en Côte d'Ivoire. En religion, la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire a un nouveau président, le révérend Camille Makosso.
Les représentants des 85 fédérations et collectifs de pasteurs, membres de cette institution, sont venus présenter leur porte-parole au directeur général des cultes. La cérémonie s'est déroulée au sein des locaux de la Direction générale des cultes, située à Cocody, les Deux Plateaux. Clément Boko. Il a été élu le 26 décembre dernier à la tête de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Le révérend général Camille Makosso est le président et porte-parole des 85 fédérations et collectifs de pasteurs. Il remet ce jour les résolutions de son organisation au directeur général des cultes. Nous venons de finir un congrès très important où des résolutions assez importantes ont été prises dans le cadre de l'identification, dans le cadre, je pourrais le dire, du grand projet de la rencontre entre les pasteurs et le chef de l'État. Il était pour nous plus qu'important de venir rendre compte à notre ministère de tutelle et la direction générale des cultes, qui est notre premier interlocuteur devant l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons connaître exactement la cartographie évangélique au niveau de la Côte d'Ivoire par le cheminement de l'identification des pasteurs. Un pasteur, une carte d'identité pastorale assortie d'un compte bancaire gratuit. Ensuite, le grand chantier aussi pour l'année 2020, c'est la prière pour la paix. Occasion mise à profit par le directeur général des cultes pour appeler les hommes de Dieu à l'unité et à toujours prier pour la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Au nom de Monsieur le ministre de l'administration du territoire, je voudrais vous exhorter à redoubler d'efforts dans les prières, à travailler pour la cohésion, d'abord entre vous-mêmes, ensuite entre les Ivoiriens. La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire revendique 10 350 pasteurs à travers le pays. Le corps d'un enfant d'une dizaine d'années a été retrouvé aujourd'hui dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air France arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance d'Abidjan. Le Boeing 777 avait décollé de la capitale économique ivoirienne mardi soir et s'est posé peu après 6 heures à Paris. Un porte-parole de la compagnie aérienne a confirmé la mort de ce passager clandestin sans préciser son âge et déplorer un drame humain. Plus loin, au Liban, l'ancien président de Renault-Nissan a donné cet après-midi une conférence de presse depuis Beyrouth. Quelques 150 journalistes du monde entier ont assisté à cette prise de parole extrêmement attendue. Accusé de malversation financière au Japon, Carlos Ghosn dit être victime d'un complot ourdi par Nissan pour le faire tomber et afficher sa volonté de faire valoir ses droits. Il dit avoir été arraché brutalement à sa famille, à ses amis, à Renault et au monde, subissant une campagne orchestrée contre lui et une arrestation montée de toutes pièces. L'ex-PDG de Renault-Nissan se dit prêt à se battre et à se défendre pour laver, je cite, son honneur. 5 jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, l'Iran a riposté ce mercredi en tirant des missiles contre 2 bases abritant des soldats américains en Irak. Le président américain Donald Trump a joué la carte de l'apaisement. Ami Koulibaly. L'Iran a tiré aujourd'hui des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak en représailles à l'assassinat par Washington de son général Qassem Soleimani. En une demi-heure, 22 missiles sol-sol se sont abattus sur 2 bases irakiennes, Ain al-Assad dans l'ouest et Erbil dans le nord, où sont stationnés certains des 5200 soldats américains déployés en Irak. Ces raids, qui selon l'armée irakienne n'ont pas fait de victimes dans ses rangs, n'ont pas suscité de riposte immédiate, mais font redouter une escalade régionale et un conflit ouvert. Paris et Londres, dont des forces sont présentes en Irak dans le cadre de la coalition internationale anti-djihadiste, ont indiqué que les frappes de missiles n'avaient pas fait de victimes dans leur rang. Berlin a condamné l'attaque, tout comme Londres, qui a exprimé sa préoccupation quant à des informations faisant état de blessés. L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Peu après, un Boeing ukrainien s'est écrasé après son décollage de Téhéran en direction de Kiev, faisant environ 170 morts, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, sans que la cause de ce crash ne soit connue. Un avion Boeing d'une compagnie ukrainienne s'est écrasé ce mercredi matin en décollant de Téhéran et tuant toutes les personnes à bord. L'Iran a annoncé qu'il ne donnerait pas les boîtes noires de l'appareil aux Américains. Il affirme que d'après les lois internationales régissant le transport aérien, le pays où a lieu un accident est en droit de mener l'enquête. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.